Voilà, vous entendez bien? Ça va? Bon. Nous avions programmé ce qu'on appelle une soirée scène ouverte pour hier, vendredi. Et puis, la mairie de Banyuls nous a demandé de la déporter à aujourd'hui pour l'inscrire dans la manifestation qu'ils organisent ici sur Banyuls pour la fête sur la nature, la fête nationale de la nature. Alors on a fait ça avec plaisir, on s'est déporté à aujourd'hui on a décidé que ce serait une soirée un peu spéciale où il y aurait quelques textes lus par les lecteurs de l'association et des textes qui seront lus par le public comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire vous-même, dans les scènes ouvertes. Alors voilà, on est très heureux évidemment de nous inscrire dans des manifestations de la mairie. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la mairie ici, j'ai pas vu. Il y en a un? Non, bon, c'est dommage, j'avais envie de les remercier de la confiance qu'ils me témoignent et des moyens qu'ils nous donnent en termes d'aide, notamment les salles, s'il faut tirer une ligne pour un spectacle, ils tirent une ligne, ils sont toujours très présents, ils amènent les chaises, etc. Donc je voulais remercier les services municipaux. Je le fais quand même s'il n'y a personne de la mairie. Voilà. Alors, évidemment, on a placé cette soirée sur le thème, bien sûr, de la nature. On est réunis donc pour célébrer le lien entre la littérature, la poésie et la nature. Je crois que s'il fallait désigner un symbole de la nature, on serait nombreux sans doute à dire que le symbole de la nature, c'est peut-être l'arbre, c'est le roi un peu de nos forêts. Eh bien, un arbre, il est constitué de feuilles, et un livre, il est aussi constitué de feuilles. Et qui plus est, les feuilles d'un livre, elles viennent d'un arbre, puisque le papier est fabriqué avec du bois. D'accord ? Donc je crois que le lien qu'il y a entre la poésie, la littérature, tous les mots que l'on peut inscrire sur le papier et la nature sont évidents. Voilà. Lire, c'est donc renouer le lien intime avec tout ce qui nous entoure. L'imaginaire puise souvent ses racines dans la forêt, dans les vents, dans les saisons, et même le silence, parfois, dont sont faits les sous-bois. Alors, ce soir, écoutons les lectures que nous allons vous proposer, comme nous écouterions peut-être le bruissement des feuillages en forêt ou le murmure des ruisseaux, avec curiosité et puis sans doute émerveillement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Un moment pour écouter, s'écouter, se déshabiller du superflu et comprendre qu'il ne faut pas grand-chose pour bien vivre. Auteur anonyme. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Henri Matisse. Les arbres m'apprennent la discrétion. J'admire leur retenue, leur timidité. Aucune frondaison ne s'en mêle aux autres. Aucun tronc ne nuit à ses voisins. Les arbres ont l'infinie noblesse de ne pas se toucher. Chacun tire de la terre la force de se hisser au ciel en silence. Sylvain Tesson. Il n'y a point de recette pour embellir la nature. Il ne s'agit que de voir. Auguste Rodin. La moindre fleur des prés apporte à l'abandonné le réconfort de son silence. Christian Bobin. Aussi longtemps qu'il existe un endroit où il y a de l'air, du soleil et de l'herbe, on doit avoir le regret de ne point y être. Boris Vian. La nature, pour être commandée, doit être obéie. Francis Bacon. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Victor Hugo. En permettant l'homme,
La nature a commis beaucoup plus d'erreurs qu'une seule erreur de calcul. Un attentat contre elle-même. Émile Curion. Une des plus fines expériences de la vie est de cheminer avec quelqu'un dans la nature, parlant de tout et de rien. Christian Bobin. Sur un texte composé en 1953 de Georges Brassens. Mais tu ne veux pas utiliser ça? Bien sûr. Comme Mais bien sûr. Regardez, j'ai pas l'habitude. Donc c'était donc de Brassens. Il suffit de passer le pont, car c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'emmène visiter la nature. L'herbe douce n'a pas que fleuri. Je tombe mes sabots, tes galoches, et, légers comme des cabris, courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent, en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la pâte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons, guillerets, guillerettes, il suffit de passer le pont, et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la primavère. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours, comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille. Je n'ai jamais aimé que vous. Mais il suffit de 3 petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, je saurai ménager tes dentelles. J'ai graissé la pâte au berger pour lui faire jouer une aubade. Lors, mamie, sans croire au danger, faisons 1001 gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse. Si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas, mamie qui souffre. Je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher. On peut s'aimer comme bon nous semble. Et tant mieux si c'est un péché. Nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont. Laisse-moi tenir ton jupon. L'extrait des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors, les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des petites flammes, tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est » me demanda Stéphanette à voix basse. « Une âme qui entre au paradis, maîtresse » et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, vous autres ?»« Nullement, notre demoiselle. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a, que c'est beau, jamais je n'en avais vu tant. Est-ce que tu sais leur nom, berger? Oui, maîtresse, j'en connais beaucoup. Mais la plus belle de toutes les étoiles, c'est la nôtre, c'est l'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau.
et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maguelonne, oui, la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence et se marie avec lui tous les 7 ans. Comment, berger? Il y a donc des mariages d'étoiles? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête, alourdie de sommeil, qui s'appuyait contre moi, avec un joli froissement de rubans, de dentelles et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger, jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublé au fond de mon être, mais saintement protégé par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Je vais lire un extrait de L'apiculteur de Maxence Fermine. La falaise aux abeilles était nichée en altitude, dans un des coins les plus reculés du pays galant. Au bout du 7e jour de marche, la caravane parvint dans un endroit qui semblait coupé du reste du monde. Le climat était frais et excellent, les pentes couvertes d'une végétation luxuriante. C'était un pays magnifique. Le Farangi quitta Aurélien Rochefer le soir même en lui indiquant un sentier qui s'enfonçait dans la montagne entre 2 parois rocheuses. « C'est ici que nos chemins se séparent. Bonne chance à toi, l'apiculteur. » La caravane prit la route d'Ancobert et le Farangi disparut derrière un rocher. Aurélien comprit qu'il était seul, seul avec le vent, avec les pierres, avec le désert, avec son rêve. Il n'en éprouva aucune crainte. Cette solitude lui donnait la vraie dimension du désert. Il inspira profondément. L'horizon rouge s'étalait à perte de vue. Il était seul au milieu de ce désert et cela le rendait puissant. Tout autour de lui appartenait, même le silence. Debout face au soleil, les lèvres brûlées par le vent, il connut le bonheur de vivre. Il marcha de longues heures sur des pierres tranchantes comme des lames. Il parvint sur un haut plateau, bordé au sud, à l'est et à l'ouest, par un précipice de plus de 1000 pieds et délimité au nord par une falaise à la verticalité prodigieuse. Aurélien suivit le sentier jusqu'au pied de la falaise. Il semblait n'y avoir aucune issue. Il décida de la longer, espérant trouver un chemin pour continuer son ascension, mais la muraille restait infranchissable. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'il entendit un bruit à quelques pas de lui. Il tendit l'oreille, et c'est alors qu'il fit cette découverte merveilleuse, une source en plein désert. La source jaillissait de la roche comme par magie. Elle coulait là depuis 1000 ans, une eau venue de nulle part, et pourtant elle était là, comme un miracle au milieu du désert. Elle était là, la vie. Aurélien s'agenouilla sur le sol et but de longues gorgées d'eau pure. Puis, ayant étanché sa soif, il s'éloigna et suivit le filet d'eau entre les pierres. C'est alors qu'une autre musique, plus bourdonnante que celle de l'eau, vint résonner à ses oreilles. Aurélien leva la tête en direction de la falaise et vit qu'il était arrivé au bout de son voyage. Il était enfin au pied de la falaise aux abeilles. Des myriades d'abeilles de taille gigantesque volaient au-dessus de lui. Leur bourdonnement était si intense qu'il en fut étourdi quelques secondes. La falaise abritait des millions d'abeilles qui semblaient autant de points dorés sur la roche noire. Au milieu d'elle, au-dessus du vide, si discret qu'il se confondait avec la paroi, on devinait des hommes. Il s'agissait de chasseurs de miel. Accroché à une échelle de corde, un homme tentait d'essaimer un essaim d'une poche de miel. À l'aide d'un bâton, il perça la poche et recueillit le miel dans une jarre. Comme de l'or fondu, le miel glissait le long de la paroi noire. Tandis que les 3 hommes remontaient précautionneusement la jarre remplie de miel au haut de la falaise,
Le chasseur descendit de l'échelle de corde avec une agilité impressionnante. Arrivé au pied de la roche, il enleva la toile qui lui protégeait le visage, et Aurélien découvrit avec étonnement que ce merveilleux chasseur de miel n'était autre qu'une femme. Texte de Christian Signol, Marie des brebis. C'était pas une période facile, celle dont je vous parle. Comment oublier ce jour d'été de 1914, quand le tocsin s'est mis à sonner à tous les clochers des alentours? J'avais beau n'avoir que 16 ans, j'étais amoureuse de Florentin, et Florentin m'aimait. Oh, en tout bien, tout honneur, vous pensez à cette époque, mais avec d'authentiques sentiments et la promesse d'unir bientôt nos destins. Mais le tocsin, c'était aussi pour lui qu'il sonnait, et Florentin a dû partir au front. À partir de ce jour, je me suis replié sur moi-même comme une fleur privée d'eau. C'est le royaume qui m'a sauvé. Ce que j'appelle le royaume, c'est le monde que nous a donné le bon Dieu. Les fleurs, les arbres, les bêtes et la terre. À cette époque, les hommes ne l'avaient pas encore mis à mal comme aujourd'hui. Surtout là-haut, sur ces collines, où par beau temps, on pouvait apercevoir les montagnes d'Auvergne à plus de 100 km de là. Il m'est arrivé alors de rester des heures allongé au soleil, la joue contre une pierre chaude, comme un lézard. La chaleur du calcaire, c'est doux, c'est vivant. Ça ressemble à la main du bon Dieu. Et cette chaleur que me donnait la pierre, elle coulait en moi comme une source de vie pour me fortifier. Je regardais la chilédoine, les chardons bénis, les boutons d'or pendant des heures, longtemps, très longtemps, jusqu'à comprendre ce qui se passe à eux et les aimer comme des êtres vivants, tout simplement parce que j'avais besoin de vie pour rester vivante. Je me couchais au milieu des brebis, je gardais prisonniers les agneaux dans mes bras, je respirais la laine, je buvais du lait à même les tétines, je me saoulais de leur odeur. Oh, je sais que raconter tout ça doit paraître un peu fou, mais j'ai toute ma tête, ne craignez rien, j'ai toujours su que les plantes, les bêtes, les pierres venaient de la même source que nous. Nous nous ressemblons tous et nous partageons le même royaume. Je crois aussi que le bon Dieu est plus proche d'elle que de nous, parce qu'il préfère ce qui est fragile et ce qui a besoin d'amour. C'est pourquoi, blotti au plus chaud du royaume, j'ai pu trouver la force d'attendre et d'espérer. Les quelques lignes qui suivent, en fait, sont extraites du récit qu'Émile Rakowitza fit à la Société zoologique de France le 23 février 1900, un an après son retour de l'expédition sur la Belgica vers le pôle Sud. Ce fut la première expédition scientifique à hiverner en Antarctique. Sous le commandement d'Adrien de Gerlach, l'équipe était composée de scientifiques d'exception, dont Roald Amundsen, par exemple. Émile Rakowitza était le zoologiste du groupe. Ce dernier rejoindra un peu plus tard le laboratoire Arago et en deviendra le directeur adjoint auprès du professeur Pruvot. Il restera donc de nombreuses années à Banyuls. Les éléments en furie. Le 16 février 1898, nous sommes en vue d'une terre formée de hauts massifs montagneux, séparés par de vastes plaines, recouvertes, comme les montagnes, de glace et de neige. Des glaçons plats, de véritables radeaux de glace, serrés les uns contre les autres, s'étendent sur plusieurs milles entre nous et cette terre lointaine et mystérieuse. Nous étions devant la banquise, et c'est son bord découpé que nous avons suivi les jours suivants vers l'ouest et le sud. Nous étions par environ 70 degrés de latitude sud, naviguant en mer libre, mais ayant toujours au sud la banquise en vue, quand un violent ouragan accompagné de chasse-neige se déchaîna.
La houle et les vagues énormes qui se formèrent, la dérive violente dont fut saisie la banquise, séparèrent les radeaux de glace et les vastes chenaux, et des lacs considérables se formèrent parmi les glaces flottantes. L'occasion parut bonne pour faire une pointe au sud, et la Belgica à la cape, poussée par le vent avec une violence extrême, s'élança à l'assaut de la banquise. Nous filions comme une flèche sur les chenaux ouverts ou sur les lacs d'eau libre. Des chocs violents nous indiquaient que la Belgica heurtait un radeau de glace. Poussée avec force, sa proue escaladait la glace qui se cassait en deux avec bruit, et le navire passait, sa course à peine ralentie, à travers les débris. Un nouveau lac d'eau libre lui permettait de reprendre sa vitesse, et une nouvelle bande de radeaux de glace la ralentissait pour un moment. Cette course fantastique dura une journée, et le navire s'enfonça à 100 000 environ à l'intérieur de la banquise. Au fur et à mesure que nous avancions, les radeaux de glace gagnaient en étendue et en épaisseur. Nous n'avions à la fin autour de nous que des champs et des plaines de 100 mètres à plus d'1 kilomètre de diamètre, séparées par de toutes petites rigoles d'eau libre. La Belgica avançait de plus en plus lentement. À la fin, elle buta contre un vaste champ et s'arrêta net. En même temps, la tempête cessait, et petit à petit, les glaçons et les champs, les radeaux et les plaines se rapprochèrent de plus en plus et serrèrent les flancs du navire, comme dans un étau. Inutiles furent les tentatives qui ont été faites pour revenir en mer libre. La Belgica était solidement bloquée dans la banquise, et 13 mois durant, elle resta dans cette position. L'hiver commençait, le froid devint de plus en plus vif, les chenaux et lacs d'eau libre gelèrent, une neige abondante recouvrit d'un manteau continu la vieille et la jeune glace, et finalement la Belgica se trouva prise dans un champ de 12 km de diamètre environ, voisin d'autres champs qui à leur tour touchaient à d'autres plaines, et jusqu'au plus lointain de l'horizon, on ne pouvait voir que l'immaculée blancheur de la banquise. Contrairement à la croyance reçue, il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. Edgar Morin. L'attachement à des réalités telles que les arbres, les poissons, les papillons et les crapauds rend plus probable la venue d'un avenir pacifique et honnête. George Orwell. Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C'est l'œil de la terre où le spectateur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. Henri David Thoreau. L'amour pour la nature est le seul qui ne trompe pas les espérances humaines. Honoré de Balzac. Il y a dans les forêts des bruits qui ressemblent à des paroles. Jean Giono. Chaque matin, boire une tasse de soleil et manger un épi de blé. Jules Renard. L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère. Hubert Reeves. Lire un livre sous un arbre, dans la lumière du ciel. Un double plaisir. On ne sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette l'arbre. Jean Chalon. Je trouve mes lectures dans la lumière du ciel. C'est le livre le plus profond qui soit. Et ce n'est pas moi qui me tourne les pages. Christian Bobin. Les livres viennent, ne l'oublions pas, des arbres. Parfois, ils s'en souviennent. Certaines phrases de certains livres bruissent comme les feuilles de l'acacia. Christian Bobin. Les habitants du pôle Sud. Rien n'étonne plus que la rencontre avec cet être bizarre et comique qui s'appelle le manchot. Figurez-vous un petit bonhomme droit sur ses pieds, pourvu de 2 larges battoirs à la place de bras, d'une tête petite par rapport au corps dodu et replé,
Figurez-vous cet être couvert sur le dos d'un habit sombre à taches bleues, s'effilant par derrière en une queue pointue traînant à terre, et orné sur le devant d'un frais plastron blanc et lustré. Mettez cet être en marche sur ses deux pattes et donnez-lui en même temps un petit dandinement cocasse et un constant mouvement de la tête. Vous aurez devant les yeux quelque chose d'irrésistiblement attrayant et comique. Ces oiseaux ne peuvent plus voler, car leurs plumes sont très réduites sur les ailes et transformées en sorte d'écailles. Mais par contre, quel merveilleux nageur! Deux espèces de manchots peuplent le détroit de Gerlach. Ils y ont fondé des cités populeuses et animées, mais dépourvues de toute institution d'hygiène sociale. On pratique dans ces villes et villages le système de l'épandage sur place. Et de loin, le vent nous a porté sur la Belgica les effets odorants de cette hygiène rudimentaire. Avec ces odeurs nous arrivaient aussi, pour certaines de ces cités, les échos d'un bruit épouvantable. C'étaient des cas féroces, suivis du cœur furibond d'une foule en délire. Nous nous demandions étonnés si nous n'étions pas tombés en pleine période électorale. Et je fus débarquée pour faire une enquête à ce sujet. Les citoyens de ces villes bruyantes étaient les manchots antarctiques, espèces de 0,60 m de hauteur, qui se distinguent de toutes les autres par une mince ligne noire qui se recourbe sur sa joue blanche comme la moustache en croc d'un mousquetaire. Cela donne aux manchots antarctiques un air provoquant et querelleur, air qui répond fort bien à son caractère. Je fus accueillie en débarquant par une tempête de cris, d'apostrophes véhémentes et d'exclamations indignées, qui ne me laissaient aucun doute sur l'opinion défavorable que ces oiseaux avaient de ma personne. Tous les manchots tournés vers moi, dressés sur leurs ergots, les plumes hérissées sur la tête et le bec grand ouvert, me lançaient à jet continu des paroles que je jugeais d'après leur ton gravement injurieuses et que bien heureusement je ne comprenais pas du tout, les philologues n'ayant pas encore établi le dictionnaire manchot. La surface du sol de la cité était assez inégale et le sol était divisé en lots sur chacun desquels était installée une famille composée du père, de la mère et de deux petits. Le nid, rond, était une simple aire ayant comme fond le sol même, limité par un mur très bas, formé de petits cailloux mêlés de quelques os d'ancêtres manchots que l'esprit peu respectueux mais pratique de ces oiseaux avait su utiliser au mieux de leurs intérêts. Autour de chaque nid était une zone constituant la propriété de chaque famille, séparée de la zone voisine par des limites virtuelles. C'est ce système qui créait des procès continuels dans la cité. Dès qu'un manchot posait la patte sur la propriété de son voisin, le propriétaire protestait avec violence et la dispute dégénérait tout de suite en querelle aiguë. Les deux citoyens, auxquels se mêlait souvent un troisième et un quatrième, se plaçaient l'un en face de l'autre, se regardant dans le blanc des yeux, et le corps penché en avant, les bras ramenés en arrière, le bec grand ouvert et les plumes hérissées sur la tête, ils se criaient l'un à l'autre les plus dures vérités. Ils ressemblaient de loin à deux marchands de poissons se reprochant réciproquement la fraîcheur de leurs marchandises. Ce sont ces querelles constantes entre les habitants de la cité qui produisaient ce vacarme que nous entendions de la Belgica, querelles qui, par conséquent, n'étaient pas dues aux démêlés électoraux, mais aux contestations judiciaires entre propriétaires fonciers. Un texte de Colette, Wow. qui date de 1929 et qui est un texte nostalgique sur son enfance, sur les jardins de son enfance. Dans le jardin sous la neige, il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre ochreuse, fendillée entre les tiges du blé. Et sous la géante ombelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées, qui présageait une tempête de flocons plus épais,
puis un dégel illuminé de gouttes d'eau et de bourgeons lancés au lait. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige des greniers à fourrage, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête, encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. « La bourrasque d'ouest, cours! Ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. » Mousse exaltée du navire natal, je m'élançais, claquant des sabots, enthousiasmée, si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir, sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d'ouest et de février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas, ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains même du vent d'ouest rué sur notre jardin. Moi, c'est un peu, c'est moins fleuri, moins léger. Alors, c'est un texte de Hebdo, un magazine, et à qui appartient la nature? Point d'interrogation. J'ai pas l'habitude. Le mot, c'est le mot de Robert Solé, qui s'appelle décret. Finalement, je laisse tomber le Groenland, j'ai une autre idée. Préparez-moi un décret à signer. Très bien, Monsieur le Président. Quel en sera l'objet? Nous allons annexer la face éclairée de la Lune, mais pas un mot à Elon. Je veux lui faire la surprise. Ce sera avec quelques mois d'avance son cadeau d'anniversaire. Mais la Lune, monsieur. Quoi, la Lune? Elle n'appartient pas au Danemark, que je sache. Au cas où vous l'auriez oublié, nous y avons débarqué en juillet 1969. La mission Apollo y a planté la bannière étoilée. Certes, Monsieur le Président, mais le traité sur l'espace de 1967 stipule qu'aucun pays ne peut revendiquer la propriété d'un corps céleste. Se poser sur un astre et y placer un drapeau ne confère pas un droit de souveraineté. Les traités, je m'assieds dessus. Mais les États-Unis ont signé ce traité. Nous sommes liés par ce texte qui considère la Lune comme un bien commun de l'humanité. Arrêtez votre charabia. Depuis la nuit des temps, les terres vierges appartiennent à qui les découvre. La Lune, c'est le nouveau Far West. C'est un endroit où l'on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Renseignez-vous, mon vieux, le sol lunaire contient des minéraux, du fer, du titane et surtout de l'hélium-3, le supercarburant de l'avenir. Dans quelques années, quand de petits problèmes techniques auront été réglés par le SpaceX d'Elon, nous lotirons là-haut des dizaines de milliers d'hectares. J'imagine un magnifique ensemble immobilier. Alors là, ça me gêne. Encore plus beau qu'à Gaza. Bon, c'est de l'humour, hein. Mais c'est pas tout de parler. Action. Si je n'ai pas ce projet de décret dans une heure, vous êtes virés. Alors, c'est un extrait de Allez voir ailleurs, sous-titré Dans les pas d'un voyageur aveugle, et c'est écrit par Jean-Pierre Brouillot, qui est membre de la Société des explorateurs français
écrivain voyageur et non-voyant depuis l'âge de 15 ans. Alors mon extrait, c'est sur la nature humaine. Il m'est arrivé que de bonnes choses, place Saint-Michel. À cette époque, lorsque je faisais la manche, je pouvais me montrer très agressif. Pour mendier, il aurait fallu faire preuve d'un peu plus de sérénité, et malheureusement, je n'étais pas encore cet homme-là. Rien ne pouvait m'irriter. Il faut dire que j'étais tellement en conflit avec ma cécité. Mendier, c'était affronter le regard de l'autre et son jugement forcément réprobateur. Parasite, c'est l'idée que la société devait se faire d'un type comme moi. Je fus donc surpris quand une femme jeune, riche et disponible s'intéressa à moi. Elle m'aborda de la manière la plus insolite qui soit. « Pourquoi vous contentez-vous de demander un franc ? Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que vous devez manquer à ce point de discernement. » Son parfum emplissait l'air du dehors, un parfum chic et cher. Mais je devinais autre chose chez cette jeune bourgeoise pleine d'esprit. Elle me proposa de la suivre. Moi, c'est Olympe. Et elle prit mon bras avec assurance. Tout en marchant, ma main accrochée à son bras pour me guider, nous avons commencé à parler. À ses côtés, moi qui avais très tôt quitté l'école, j'avais l'impression d'apprendre plus que ce que bien des professeurs n'avaient pu m'enseigner. Moi qui me croyais libre et affranchi, je constatais à ses côtés mon imposture. Je me pensais ouvert au monde. En réalité, l'autre me dérangeait dans la contradiction qu'il pouvait m'apporter. Pour ne pas bousculer mon confort de certitude, je m'arrangeais pour ne partager que le point de vue de personnes d'accord avec moi. Heureusement, Olympe se présentait à moi comme une princesse, prête à m'arracher à ma condition de primate. Je me laissais faire, à mesure qu'elle ôtait un à un tous les atours de l'armure que je m'étais forgée, moi, le prétendu aventurier qui n'était ouvert qu'aux préjugés. Pardon. Alors, je vais vous lire un poème écrit par Victor Hugo, qui est issu du recueil Les Orientales, publié en 1829. Le poème s'intitule « Vœux », V-O, E dans l'eau, U. Si j'étais la feuille que roule l'aile tournoyante du vent, qui flotte sur l'eau qui s'écoule et qu'on suit de l'œil en rêvant, je me livrerais fraîche encore de la branche me détachant au zéphyr qui souffle l'aurore, au ruisseau qui vient du couchant. Plus loin que le fleuve qui gronde, plus loin que les vastes forêts, plus loin que la gorge profonde, je fuirais, je courrais, j'irais. Plus loin que l'antre de la louve, plus loin que le bois des ramiers, plus loin que la plaine nous trouve, une fontaine et 3 palmiers. Par-delà ces rocs qui répandent l'orage en torrent dans les blés, par-delà ce lac morne où pendent tant de buissons échevelés, plus loin que les terres arides, du chef mort au large Atagan, dont le front pâle a plus de rides que la mer un jour d'ouragan. Je franchirai comme la flèche l'étang d'Arta, mouvant miroir, et le monde dont la cime empêche Corinthe et Nikos de se voir. Comme par un charme attiré, je m'arrêterai au matin sur Nikos, la ville carrée, la ville aux coupoles d'étain. J'irai chez la fille du prêtre,
J'ai la blanche fille à l'œil noir qui le jour chante à sa fenêtre et joue à sa porte le soir. Enfin, pauvre feuille envolée, je viendrai, au gré de mes vœux, me poser sur son front mêlé aux boucles de ses blonds cheveux. Comme une perruche au pied leste, dans le blé jaune ou bien encore, comme dans un jardin céleste, un fruit vert sur un arbre d'or. Et là, sur sa tête qui penche, je serai, fût-ce peu d'instants, plus fier que l'aigrette blanche au front étoilé des sultans. Alors, je vais vous lire un texte d'Anne Sylvestre, Acacia. Qu'il est séduisant avec ses 3 A. Quand on le nomme, on a toujours la bouche ouverte. Les 2 C sont presque symétriques, mais le I vient mettre son grain de sel et changer, heureusement, la sonorité. Acacia. Il est élégant, comme son nom, j'allais dire son prénom, tant il me semble intime. Il agite ses feuilles, ses familles de petites feuilles bien rangées, et, quand l'automne arrive, il nous arrose de pièces d'or. Mais il cache son jeu, et de méchantes et longues épines se dissimulent dans la douceur, provoquant des piqûres douloureuses. Pour se faire pardonner, il multiplie les grappes de fleurs blanches à l'odeur sucrée, qu'on trempe dans la pâte pour en faire des beignets. Ne pas confondre avec le citise qui offre, lui, de jolies grappes de jaune d'or, mais dit-on toxiques. Nous avions près de la maison un acacia très haut, très orgueilleux et vulnérable. Il tenait ses branches si haut que jamais nous n'atteignions ses grappes sucrées. Hélas, il penchait, et avec des années, il devint une menace pour le toit de la maison. Il fallut choisir la prudence et faire venir des bûcherons qui l'abattirent en le démembrant. Il résista de toutes ses forces, et quand il ne resta de lui qu'une souche imposante, ce fut un véritable enfer pour le déloger. Enfin, il ne demeure plus qu'un trou, que nous évitâmes de trop regarder. Mais voici qu'au printemps suivant, dans tout le jardin, dans la cour, et même dans les fissures de l'escalier de pierre, on put voir jaillir de tous côtés des petites pousses d'acacia, une tige, quelques feuilles, têtues, insolentes, comme pour nous donner du remords. Sacré acacia. Alors, c'est un extrait d'un ouvrage de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Il existe un lien discret, mais profond, entre la disparition contemporaine massive des oiseaux des champs, documentée par des études scientifiques, et la capacité d'un chant d'oiseaux urbain à faire sens dans une oreille humaine. Il y a des corneilles partout dans nos villes. Leurs appels arrivent chaque jour à nos oreilles, et nous n'entendons rien, parce qu'on les a transformés en bêtes dans nos imaginaires, en nature. Il y a quelque chose de triste dans le fait que 10 chants d'oiseaux différents qu'on entend chaque jour ne parviennent pas au cerveau autrement que comme bruit blanc, ou au mieux évoquent un nom d'oiseau vide de sens. C'est comme des langues anciennes que plus personne ne parlerait et dont les trésors sont invisibles. La violence de notre croyance en la nature se manifeste dans le fait que les chants d'oiseaux, de grillons, de criquets, dans lesquels on est immergé en été dès qu'on s'éloigne des centres-villes, sont vécus dans la mythologie des modernes comme un silence reposant. Alors qu'ils constituent, pour qui veut bien essayer de les traduire, de les sortir du statut de bruit blanc, des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d'intimidation, de jeux, de plaisirs collectifs,
de défis lancés, de tractations sans parole. La moindre prairie fleurie est un caravansérail cosmopolite, multilingue, multi-espèces et bourdonnant d'activités. Un vaisseau spatial aux confins de l'univers où des centaines de formes de vie différentes se rencontrent et établissent des modus vivendi en communiquant par le son. Les nuits de printemps, on entend résonner dans ce vaisseau les chants laser des rossignols qui combattent sans violence, à grands coups de beauté, pour attirer leurs compagnes, arrivant après eux de l'immigration et errant la nuit dans les lois, dans les bois, pour trouver leur mâle. On entend interloquer leurs abois, les abois des chevreuils, borborigmes guttureux de fauves intergalactiques, hurlant le désespoir du désir. Ce qu'on appelle la campagne un soir d'été, c'est le souk interespèce le plus bariolé et bruyant, remuant d'énergie industrieuse. C'est un Times Square autre qu'humain d'un lundi matin. Et les modernes sont assez fous pour y voir un silence qui ressource, une solitude cosmique, un espace apaisé, un lieu vide de présence réelle et muet. Quitter la ville alors, ce n'est pas bucoliquement s'éloigner des bruits et des nuisances, ce n'est pas aller vivre à la campagne, c'est aller vivre en minorité. Dès que la nature est dénaturalisée, non plus un aplat continu, un décor d'une seule pièce, un fond sur lequel se jouent les tribulations humaines, dès qu'on retraduit les vivants en êtres et non plus en choses, on est entré en minorité. Cure de bonne loi pour les modernes, qui ont pris la mauvaise habitude de transformer tous leurs autres en minorité. Un extrait d'une nouvelle de Jean Giono qui s'intitule « Geoffroy de la Maussan ». Tu sais que j'ai acheté le grand verger de la Maussan. Cet hiver, le Geoffroy est venu à la maison, je l'ai fait entrer dans la cuisine, je lui ai dit « chauffe-toi ». Il a bu un petit verre, puis il s'est décidé. Il m'a dit « Fonce, je me fais vieux, la femme est malade. Moi aussi. On n'a pas d'enfant. C'est un gros malheur. J'ai vu le notaire de Riez et on s'est presque entendu. Il m'a montré la billette. Je suis allé voir le percepteur et je te dis, on s'est presque entendu. Si je mettais tant en viager, ça me ferait tant de rente. Alors moi, je lui ai dit que c'était une bonne idée. Et d'une chose à l'autre, on en est arrivé que j'ai acheté le grand verger de la Maussan. Pas la maison, il m'a dit. La maison, laisse-la moi, j'en ai l'habitude. Ailleurs, ça me donnera l'ennui. Mais prends toute la terre, ras les murs si tu veux. Enfin, je lui en ai laissé un bon peu pour qu'il puisse prendre son soleil et un arbre ou deux pour l'amuser. Tu vois que j'ai été vraiment convenable. Et puis, je l'ai payé d'aligné. Il a placé ses sous, il a sa rente. Nous sommes bien contents. Bon, tu l'as vu? Le verger de Maussan? C'est tout des péchés, des vieux. Ça devrait être arraché depuis 10 ans déjà. Le Geoffroy, lui, un peu moins, ça allait toujours. Mais moi, le péché, c'est pas mon fort. Et puis, notre terre, c'est pas une terre à ça, enfin. Mets-le comme tu veux, moi, mon intention, c'est de faire du blé là-dessus, d'arracher les arbres et de faire du blé. C'est une idée comme une autre, et puis ça ne me regarde personne, j'ai payé, c'est à moi, je fais ce que je veux. Ce matin, je me suis dit, le temps est comme ci, comme ça, tu n'as rien à faire, tu vas commencer à arracher. Et tout à l'heure, je suis allé à Maussan. J'avais attaché une corde à la plus grosse branche et j'ai tiré. Et c'est venu, ça a fait un bruit. Alors j'allais arracher la souche, j'ai entendu ouvrir une fenêtre, puis le Geoffroy est venu. Et qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit. Il n'avait pas son naturel de figure. Tu le vois, je réponds. Tu vas le faire à tous, ça?
Je ne voyais pas où il venait en venir. Il retourne à la Bastide et je le vois arriver avec son fusil. Pas à l'épaule, bien en main. La main droite à la gâchette, la main gauche sous les canons. Et il portait ça devant lui, bien solide, et il marchait comme un dératé. Il avait encore moins de naturel qu'avant. Moi, j'avais déjà attaché la corde au second arbre, et en voyant le Geoffroy avec le fusil, je lui dis en riant, et il me manque une feuille. Deuxième épisode. Et je lui dis en riant, tu vas chasser les fifis? Je vais chasser le salaud, il m'a fait. Et il vient sur moi. Les bras m'en sont tombés. Tu les laisses, mes arbres, il m'a dit. Geoffroy, tu les laisses. Il me met les canons, là, sous la chemise. Et tu sais, c'était plus un homme. Je lui dis, ça me fâchait, il avait le doigt près. Geoffroy, fais pas l'enfant. Il ne savait que répéter, tu les laisses, mes arbres, tu les laisses. Qu'est-ce que tu veux discuter? J'ai lâché la corde et je suis venu, et voilà. Ah, ça n'est une d'une histoire. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? De tout usage. Ils ne sont même pas monstrueux, ambigus et radieux, ils tournent en dérision les plus élémentaires des principes. S'ils se pourvoient de ce qu'on appelle un pied et un chapeau, chaque espèce, sur ce thème d'une pauvreté remarquable, s'ingénue à des variations dont la gratuité confine à l'insolence. Les mycènes portent une sorte de cloche sur un long fétu. La muscidule équilibre une soucoupe vertigineuse en haut d'une sorte de mât parfaitement fragile. Des marasmes balancent sur un cheveu leur tête transparente. Mais ce bolet, avec un pied énormément renflé et robuste, supporte un chapeau d'une petitesse ridicule. Il s'agit d'abord pour les champignons de braver toute proportion. Ils manquent de tenue. Leur grâce et leur beauté ne vont jamais sans un air d'ignorer ce qu'ils sont et d'être voués à des allures absolument accidentelles. Les champignons exigent à tout prix une figure, de faire figure, et ils s'y emploient de façon à ne pas ressembler à quoi que ce soit, ou bien à ressembler à n'importe quoi, jusqu'à l'indécence, jusqu'à emprunter certaines allures phalloïdes auxquelles rien ne les oblige. Un jour, un malheureux, notre semblable, qui avait le souci des vues simples, demandait à un mycologue de lui désigner les champignons en se bornant à prononcer si l'on pouvait ou non les manger. Le mycologue lui répondit « Les imbéciles peuvent manger tous les champignons. » Fabienne, tu veux bien venir nous lire un extrait de la vie française, ou une vie française de Paul Dubois, Jean-Paul Dubois. Il ne faisait pour moi aucun doute, ça c'est très, je commence bien. Il ne faisait pour moi aucun doute que les arbres possédaient une intelligence du monde tout aussi subtile que celle dont nous prévalons. Comme nous, ils avaient pour mission de construire leur destinée à partir de rien, d'un hasard et d'une nécessité combinée, une simple graine transportée par le vent ou un oiseau, et ensuite de s'accommoder du sel de la terre et des eaux de la pluie. Fourmis agitées, nous nous démenions pour trouver une place en ce monde. Les arbres ne devaient rien comprendre à notre espèce. Petits mammifères agressifs, à la maigre espérance de vie, nous combattions sans cesse et tombions inexorablement à leurs pieds, sans jamais prendre racine nulle part. Nous ne semblions jamais tirer aucun enseignement durable de nos erreurs, même si nous étions capables d'inventer
des boissons gazeuses ou des téléphones sans fil. Réfléchir au pied des arbres ne me valait rien de bon. À les fréquenter avec assiduité, à presque parler leur langage, je songeais que désormais, j'aurais les plus grandes difficultés à photographier des humains. Les images s'entassaient par centaines dans leur boîte et mon œil exercé n'avait aucun mal à deviner la personnalité de chaque arbre. Et il y avait ceux qui prenaient les choses à la légère, prêts à dinguer au premier vent, les austères, habitués au sol pauvre et à l'économie des effets, les inébranlables, véritables châteaux forts végétaux, enfichés dans le sol jusqu'au royaume des morts, les cossus, enfants des terres grasses, regorgeant de verdure, déployant leur riche fourrure, les rêveurs, le corps maigre, si peu de ce monde, et la tête toujours aux cieux, les anxieux, les torturés, les noueux, enroulés sur leurs doutes séculaires, les aristocrates, droits comme des pis, légèrement dédaigneux, subtilement hautains, les généreux, offrant leurs branches et leur ombre sans compter, les besogneux, alignés, occupés, travaillant sans cesse à arrimer les sols. Dans le lot de mes prises de vue, 2 photos restaient impossibles à définir, 2 images saisissantes qui troublaient immanquablement tous ceux qui les avaient vues. Je ne saurais dire pourquoi, mais dès que vous preniez ces clichés en main, vous aviez l'impression, tant ils paraissaient vivants, que c'étaient les arbres qui vous regardaient, et non l'inverse. La première image avait été prise au sud de la Montagne Noire, entre Mazamet et Carcassonne. C'était un soir d'hiver. Un léger voile de brume flottait au-dessus de la terre recouverte d'une pellicule de neige. À 1 mètre du sol, en revanche, l'air était limpide, cristallin, d'une irréelle luminosité. Et au sommet de la colline, bien à l'écart de la forêt, dominant la plaine, ce jour-là enseveli sous les nuages, l'araucaria, conifère d'origine chilienne, sorte de sapin à écailles, avec ses branches remontantes, pareilles à de grands chandeliers. On aurait dit un dracard de verdure, flottant dans le brouillard, une vigie aux avant-postes du monde. Il symbolisait à la fois la solitude et l'exil. Nous sommes restés un moment face à face. Et tout au long de cette rencontre, j'ai senti confusément que ma présence le dérangeait, que j'étais un intrus. Il ne se privait d'ailleurs pas de me faire connaître ses sentiments en me regardant fixement à travers l'objectif. Ce malaise, la photo l'avait fidèlement restitué. Quiconque examinait l'image pouvait lire très clairement dans les pensées de l'araucaria. Tu n'as rien à faire ici. Le second cliché était très différent. Je l'avais pris dans une clairière de la forêt landaise, un jour de très grosse tempête. Les vents venus de la mer soufflaient en rafale à plus de 100 km/h. En raison du temps, je n'avais pas l'intention de faire des images, seulement de procéder à un repérage pour le lendemain. Et puis, je l'avais aperçu. Immense pin isolé, à l'intérieur d'un large couloir, dans lequel les rafales s'engouffraient avec la force d'une avalanche. C'était un colosse, dépassant tous ses congénères de plusieurs têtes. Sous les bourrasques, on le voyait se démener dans tous les sens, comme s'il voulait échapper à d'invisibles flammes. On pouvait l'entendre craquer et aussi gémir à la façon d'une anche vibrant dans le souffle du vent. Aux avant-postes de la forêt, il donnait l'impression de mener une bataille solitaire contre la tempête, tentant de l'émousser à lui tout seul, de l'affaiblir pour l'empêcher de ravager les bois. Sachant que je n'aurais plus jamais l'occasion de refaire de pareilles images de lutte, j'installai mon matériel et pris la photo. Le cliché a quelque chose de véritablement stupéfiant, de terrifiant aussi. De la cime aux racines, l'arbre combat, s'arc-boute, s'accroche au ventre de la terre. Il incarne dans son acception la plus exigeante l'idée, parfois abstraite, que l'on peut se faire de la rage de vivre.
Le lendemain, je revins dans la forêt pour faire d'autres images. Le grand pin était au sol, déraciné, vaincu. Où es-tu? Ah, elle est là. Eh bien, allez. Donc c'est un extrait d'Impossibles adieux de Hong Kong. Qui est une autrice sud-coréenne, prix Nobel de littérature en 2024. Elle est aussi poète. Et ce livre résume l'amitié de la narratrice et de son amie, qui ont comme intention d'élever une installation qui commémorera le massacre. 30 000 civils assassinés en novembre 48 et début 49. Mais là, c'est pas du tout. J'ai perdu ma page. Voilà. Et donc la narratrice doit rejoindre la maison de son amie, laquelle est hospitalisée, et elle doit soigner son oiseau, sinon il va mourir. Et elle traverse une tempête de neige. Voilà. Enfant, j'avais lu qu'un flocon de neige avait besoin d'une fine particule de poussière ou de cendre pour naître, que les nuages n'étaient pas constitués uniquement de molécules d'eau, mais aussi de particules de poussière et de cendres montées lors de l'évaporation de l'eau. Lorsque deux molécules d'eau se combinent dans un nuage pour former le premier cristal de neige, c'est autour d'une particule de poussière ou de cendre qui en constitue le noyau. Le premier cristal de 6 branches se combine avec d'autres cristaux qu'il rencontre durant sa chute. Si la distance entre les nuages et le sol était infinie, le volume du flacon serait également infini. Mais en réalité, la descente n'excède pas une heure. Les flocons demeurent légers du fait des espaces vides entre les combinaisons de branches des cristaux. Ces espaces vides piègent les sons, les y enferment, de sorte que la neige impose son silence à l'environnement. Quant aux branches, elles réfléchissent la lumière dans toutes les directions, donnant à la neige sa couleur blanche. Je me souviens des photographies de cristaux qui accompagnaient ces descriptions. C'était un beau livre, relié avec de fines feuilles de calque intercalées pour protéger les illustrations. Et quand j'avais soulevé ce papier translucide, les cristaux étaient apparus en pleine page. Les formes sophistiquées m'avaient subjugué. Certains ne formaient pas un hexagone régulier, mais plutôt une colonne rectangulaire, sans aspérité, et une note en petits caractères, sous l'image, disait que c'était la forme intermédiaire entre neige et pluie. Après cette découverte, pendant un temps, quand tombait une neige fondue, je repensais à ces colonnes argentées si délicates. Et quand tombaient de gros flocons, je tendais les manches de mon manteau et les observais s'accrocher aux peluches jusqu'à ce qu'ils deviennent des gouttelettes d'eau. C'était vertigineux de penser au nombre infini de ces splendides cristaux, leur forme parfaite, telle que je les avais vus dans le livre. Durant les jours qui succédaient à une première chute de neige, quand je me réveillais, je songeais, yeux clos, peut-être neige-t-il dehors. Alors, allongé au sol, sur le ventre, devant mes devoirs de vacances ennuyeux, j'imaginais qu'il se mettait à neiger dans ma chambre. Sur ma main dont je venais d'arracher un bout de peau le long de l'ongle, sur le sol où se mêlaient quelques cheveux et des pelures de gomme. On a entendu de très beaux textes, très variés, mais sur le thème proposé de la nature. Merci de votre présence. Nos activités futures, c'est le 27 du
du mois de juin, donc le mois prochain, 27 juin, dans le cadre des premières rencontres photographiques de Banyuls, dont vous avez entendu parler. Je ne sais pas, tu veux peut-être en dire 2 mots, Pascal? Non? Donc il y aura à Banyuls une vingtaine de photographes, en tout cas une vingtaine d'expositions, un peu partout dans les lieux emblématiques de la ville, des photographes locaux, puisque ceux du club de Banyuls y participeront, mais aussi plus largement des nationaux, voire des photographes internationaux. Voilà, dans le cadre de cette belle manifestation, notre association, l'Éveillé, feront une soirée dédiée à la photographie. Il y avait un texte de Dubois là qui est tout à fait dans le ton. Ce ne sera pas celui-là, il y en aura d'autres, mais on parlera exclusivement de photographie avec des jazzmen, 2 guitaristes très doués du conservatoire de Perpignan qui viendront ponctuer les lectures. Et puis, exceptionnellement, ce n'est pas notre philosophie. Nous, d'habitude, nous n'intervenons pas pendant l'été. La municipalité se charge de l'animation estivale puisqu'il y a beaucoup de touristes. On ne va pas en rajouter parce que ce n'est pas nécessaire. Nous préférons nous concentrer sur le reste de l'année et essayer d'animer et de provoquer des échanges entre nous pendant les périodes où il y a moins de manifestations. Voilà, mais exceptionnellement, cette année, en août, le 8 août, nous allons, en partenariat avec donc le laboratoire, les amis du laboratoire de Banyuls, une soirée consacrée, enfin plusieurs soirées consacrées au cosmos. Au labo, on vous fera l'état, avec une conférence sur l'état des connaissances en matière de cosmos, aujourd'hui. Le lendemain, donc là c'est le 6, la conférence. Le 7, il y aura un film qui sera projeté, toujours un film scientifique, toujours sur le même thème. Et puis le 8, nous irons, si le temps le permet, s'il n'y a pas trop de vent, nous organiserons une soirée à la Salette, en face de la baie, sous les étoiles, pour parler des cosmogonies des différents continents, donc des mythes de la création du monde, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, je pense, et puis aussi ceux qui ont été nos pères chez les Grecs. On fera une bonne place à la mythologie grecque. Et là, eh bien, nous aurons une harpiste de renom qui essaiera d'envoyer ses notes jusqu'aux étoiles. Voilà, nous y espérons nombreux. Et puis, en septembre, on reprendra sans doute une soirée scène ouverte, et donc vous pourrez tous venir lire. Et puis voilà, le mois suivant, une autre veillée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Voilà.